Hiver 1812. Ce qui fut un jour la Grande Armée, l'armée la plus formidable que l'Europe ait jamais contemplée, n'existe plus. C'est une procession de spectres, d'hommes brisés par la faim et un froid à fendre les os, qui se traînent péniblement à travers les plaines gelées de Russie. Au centre de ce désastre, un homme tente de maintenir uni ce qui reste de son empire. C'est Napoléon Bonaparte. Son rêve de domination continentale est tombé en miettes, transformé en un enfer blanc. Quelques jours plus tard, désormais en sécurité, mais l'âme marquée par la défaite, l'empereur réunit ses généraux. L'atmosphère est funèbre. On fait le décompte des pertes, des amis tombés, de la gloire évaporée. Et au milieu de cette désolation, Napoléon, le froid stratège, l'homme qui voyait les soldats comme des chiffres sur une carte, prononce des mots qui resteront gravés dans l'histoire. Une complainte qui en révèle plus que n'importe quel ordre de bataille. Avec une sincérité brutale, il confesse « J'ai 300 millions de francs en or gardés aux Tuileries. Je les donnerai tous, jusqu'au dernier centime, pour avoir à nouveau Ney à mes côtés. » 300 millions de francs. Une fortune capable de lever de nouvelles armées, d'acheter des royaumes. Tout cela en échange d'un seul homme. Et c'est ici, dans cette déclaration, que naît le paradoxe qui définit une époque. C'est ici que commence notre histoire. Car cet homme, ce trésor ambulant, l'âme de l'armée, le pilier sur lequel reposait la confiance de l'empereur lui-même, l'homme connu de toute l'Europe comme le plus brave des braves, a fini ses jours d'une manière impensable. Non pas sur un champ de bataille glorieux, non pas en menant une dernière charge désespérée. Il a fini ses jours en regardant fixement les canons d'un peloton d'exécution. Un peloton d'exécution français, condamné à mort par le gouvernement de la France. Accusé du crime le plus infâme pour un soldat, la haute trahison. Comment est-ce possible? Comment le plus grand héros d'une nation peut-il être exécuté par cette même nation? Que s'est-il passé dans le cœur et l'esprit de cet homme pour que sa légende de courage se transforme en une sentence de mort? Son nom complet était un étendard en soi, Maréchal Michel Ney, duc d'Elchingen, un titre gagné à la pointe de la baïonnette lors d'une victoire impossible. Prince de la Moscova, un honneur concédé pour sa férocité indomptable lors de la sanglante bataille de Borodino. Mais au-dessus de tous ces titres, au-dessus de tous les honneurs, il y avait celui que lui avait donné Napoléon lui-même, forgé dans la fureur du combat, le brave des braves, le brave parmi les braves. Il était le lion roux de l'armée française, l'homme qui personnifiait le furor gallicus, cette fureur légendaire des guerriers gaulois. Sa présence sur le champ de bataille était comme un changement dans le vent. Il insufflait un courage surhumain à ses hommes et une terreur viscérale à ses ennemis. Voir son uniforme, entendre sa voix rauque hurler des ordres au milieu du chaos, était le signal que la balance du combat était sur le point de basculer. Il n'était pas un stratège de salon déplaçant des pièces sur une carte. Il était le premier à dégainer le sabre, le dernier à se retirer. Il était l'incarnation de l'héroïsme, de la fureur et finalement de la profonde tragédie de l'ère napoléonienne. Au cours de ce voyage, nous allons démêler la vie tumultueuse de Michel Ney. Nous allons suivre les pas d'un homme forgé dans le creuset de la Révolution française, le fils d'un simple tonnelier qui, par le pur mérite et un courage frisant la folie, s'est hissé au plus haut sommet de la gloire militaire. Mais nous descendrons aussi avec lui dans les profondeurs du désespoir, prisonnier d'un carrefour impossible entre la loyauté inébranlable envers son empereur, l'homme qui lui a tout donné et ce qu'il croyait être son devoir envers sa nation, une France épuisée et saignée à blanc par 2 décennies de guerre. L'histoire de Ney résonne bien au-delà des champs de bataille du XIXe siècle. C'est un drame universel et intemporel. C'est l'histoire du conflit auquel nous sommes tous confrontés, à plus ou moins grande échelle, entre le devoir et la loyauté, entre la raison et le cœur, entre ce que nous dicte notre conscience et ce qu'exigent les circonstances. Sa vie est une étude fascinante sur la manière dont la plus grande force d'une personne, dans son cas, sa nature passionnée, impulsive et viscérale, cette même qualité qui fit de lui le soldat le plus formidable de son temps, peut, sur l'échiquier complexe de la politique et du destin, devenir son défaut le plus fatal. Nous serons témoins de son ascension fulgurante depuis les origines les plus humbles,
Nous chevaucherons à ses côtés dans les charges de cavalerie qui décidèrent de victoires légendaires comme celle de Hohenlinden ou d'Iéna. Nous sentirons le froid atroce de la retraite de Russie, où, en tant que commandant de l'arrière-garde, il devint littéralement le sauveur des derniers survivants de la Grande Armée, livrant chaque jour une bataille désespérée pour la survie. Et puis, nous affronterons le cœur de sa tragédie, sa double trahison. Nous analyserons pourquoi, en 1814, il fut l'un des maréchaux qui forcèrent l'abdication de Napoléon, jurant loyauté au nouveau roi Bourbon. Et pourquoi, à peine un an plus tard, lorsque Napoléon revint de son exil de l'île d'Elbe, Ney, qui avait promis au roi de ramener l'empereur à Paris dans une cage de fer, s'agenouilla devant son ancien chef et le rejoignit pour l'ultime et fatidique aventure des 100 jours, qui culminerait sur la plaine de Waterloo, et pour lui, devant un tribunal à Paris. Car la vie de Michel Ney nous oblige à nous poser une question inconfortable, une question qui résonne à travers les siècles, une question suspendue au-dessus de la ligne ténue qui sépare l'honneur du déshonneur. Un homme peut-il être, en même temps, le plus grand héros d'une nation et son plus grand traître? Pour comprendre le maréchal, il faut d'abord connaître l'homme. Et cet homme n'est pas né dans un palais de marbre, ni n'a été bercé dans un berceau de soie. Il est né le 10 janvier 1769 à Sarrelouis, une petite ville frontalière de la région de la Sarre. Un lieu de passage, un carrefour entre la France et l'Allemagne, un environnement qui forgeait des gens durs, pragmatiques. Son nom était Michel Ney, et ses origines étaient l'antithèse de l'aristocratie qui avait gouverné la France pendant 1000 ans. Son père, Pierre Ney, était un vétéran de l'armée, certes, mais son métier était celui de tonnelier. Un artisan, un homme qui travaillait le bois de ses mains pour créer des tonneaux. Michel Ney était un enfant du peuple, du travail manuel, de la Nouvelle-France qui bouillonnait sous la surface de l'Ancien Régime. Il n'avait ni lignage, ni titre, ni terre. Dans la France des rois, son destin aurait été, peut-être, de suivre le métier de son père. Une vie honnête, anonyme et limitée. Mais le jeune Michel aspirait à autre chose. Il sentait dans ses veines un feu qui ne pouvait être contenu en fabriquant des tonneaux. Son affaire n'était pas le bois, mais l'acier. L'odeur qu'il cherchait n'était pas celle du chêne, mais celle de la poudre. Et c'est pourquoi, avant que le monde ne change à jamais, il prit une décision qui marquerait son destin. Il s'engagea dans le 5e régiment de hussards de l'armée royale. Les hussards étaient l'élite de la cavalerie légère, des cavaliers audacieux, aux uniformes chamarrés et à la réputation de férocité et de discipline laxiste. C'était le foyer parfait pour un jeune homme comme Ney. Là, son incroyable talent de cavalier et sa maîtrise du sabre le firent immédiatement remarquer. Mais ce fut son tempérament qui lui donna sa première identité. Ses cheveux étaient d'un rouge vif et son visage s'enflammait avec la même facilité, que ce soit par la fureur lors d'un duel, par la joie à la cantine ou par l'effort à l'entraînement. Ses camarades ne tardèrent pas à lui donner un surnom, un qui l'accompagnerait pendant des années, le Rougeau, le Rubicon, le Rouquin, l'homme dont le caractère brûlait aussi intensément que la couleur de ses cheveux. Et puis, la Révolution éclata. Pour l'aristocratie, ce fut la fin du monde. Pour des hommes comme Ney, ce fut le commencement de tout. La Révolution française n'a pas seulement renversé une monarchie, elle a abattu le plafond de verre qui avait maintenu les hommes du peuple à leur place pendant des siècles. Soudain, le mérite importait. Le courage, et non le patronyme, devint la nouvelle monnaie d'échange. La guerre totale contre les monarchies d'Europe ouvrit les portes à une ascension auparavant impensable. Pour le Rougeau, ce chaos fut son élément naturel. Son courage, souvent téméraire, était exactement ce dont la jeune République avait besoin. Il n'était pas un théoricien, c'était un homme d'action. Il apprit à commander de la seule manière qu'il connaissait, depuis le front, par l'exemple. Tandis que d'autres généraux dirigeaient depuis l'arrière, Ney chargeait le premier. Son sabre était le fer de lance de chaque attaque, sa voix était le rugissement qui poussait ses hommes au-delà de la peur. Son ascension fut fulgurante, une fusée tirée par la ferveur révolutionnaire. En à peine quelques années, il passa de simple sous-officier à général de division. Le fils du tonnelier commandait désormais des milliers d'hommes. Et un homme observait ce tourbillon de talent et d'ambition qui émergeait des cendres de l'ancien ordre. Un homme qui savait reconnaître le génie, particulièrement le génie de la guerre,
Napoléon Bonaparte. Napoléon ne voyait pas en Ney un subordonné. Il voyait une force de la nature qui pouvait être déchaînée sur ses ennemis. Ainsi, quand en 1804 Napoléon se couronna empereur, il eut besoin de cimenter son nouveau régime sur la gloire et le mérite. Il créa le maréchalat d'Empire, la plus haute distinction militaire. Et sur cette première liste légendaire de 18 maréchaux, aux côtés de noms comme Lannes, Davout et Murat, se trouvait, bien sûr, Michel Ney. Napoléon ne le nomma pas pour son astuce politique, ni pour sa loyauté aveugle. Il le nomma parce qu'il reconnaissait en lui l'esprit de combat indomptable, l'âme offensive de son armée. À partir de ce moment, Ney devint le fer de lance de la grande armée. Son rôle était simple et brutal, rompre les lignes ennemies. Quand la brillante stratégie de Napoléon requérait un bélier humain pour fracasser le centre d'une armée, il faisait appel à Ney. La gloire ne tarda pas à venir. En 1805, durant la magistrale campagne d'Ulm contre les Autrichiens, la grande armée encercla une armée entière. Mais une position clé, le pont d'Elchingen, résistait férocement, menaçant de faire échouer le plan de l'empereur. Sous une pluie de boulets de canon et de mitraille, le pont transformé en un enfer d'éclats de bois et de morts, Ney n'hésita pas. Il organisa et mena personnellement un assaut aussi brillant que suicidaire, prenant le pont et scellant le destin de l'armée autrichienne. Napoléon, exultant, lui concéda là même son premier titre de noblesse. À partir de ce jour, le fils du tonnelier serait connu comme le duc d'Elchingen. La terre de sa victoire devint son nom, un titre gagné par le sang et l'acier. Sa légende grandissait à chaque campagne. En 1806, à la bataille d'Iéna, sa charge impétueuse et presque indisciplinée contre le centre prussien aida à déchaîner la panique qui conduisit à l'une des victoires les plus écrasantes de Napoléon. Un an plus tard, en 1807, lors de la sanglante bataille de Friedland, le combat était indécis jusqu'à ce que le corps d'armée de Ney arrive sur le champ de bataille. Son assaut final fut, à nouveau, le coup de grâce qui anéantit l'armée russe et força le tsar Alexandre à demander la paix. Sa réputation fut consolidée. Ney était l'homme à qui l'on faisait appel pour porter le coup final, le marteau qui rivait les victoires de l'empereur. Cependant, au milieu de tant de gloire, les premières ombres commencèrent à se projeter sur son caractère. La même flamme qui forgeait le héros pouvait aussi le consumer. Ces ombres apparurent sur le théâtre d'opération le plus cruel et frustrant de l'Empire, l'Espagne. La guerre d'indépendance espagnole n'était pas une guerre de grandes batailles rangées, mais une guerre de guérilla, d'embuscade, de brutalité et de frustration. Et là, le tempérament de Ney devint un problème. Son caractère devint intraitable, son impatience légendaire. Mais le plus grave fut sa difficulté à obéir à d'autres maréchaux. Ney, le lion, ne pliait devant personne d'autre que l'empereur en personne. Ses affrontements avec d'autres commandants, comme le maréchal Masséna, devinrent intenables, des actes d'indiscipline flagrante qui minaient l'effort de guerre français. Pour la première fois, sa plus grande vertu, son indépendance féroce et son esprit indomptable, se révélaient être un défaut dangereux, une fissure dans l'armure du plus grand héros de Napoléon. Une fissure qui, avec le temps, n'allait que s'agrandir. Toute légende a son creuset, le moment de l'épreuve suprême qui sépare l'homme du mythe. Pour Achille, ce fut Troie. Pour Léonidas, les Thermopyles. Pour Michel Ney, ce fut un enfer blanc nommé la Russie, année 1812. La campagne qui devait mettre le tsar à genoux est devenue la pire catastrophe militaire de l'histoire moderne. Après avoir pris un Moscou en flammes, la grande armée est contrainte de battre en retraite. Mais ce n'est pas une retraite, c'est une désintégration. Le général Hiver est un ennemi plus mortel que n'importe quelle armée. Les températures chutent à 20-30 degrés au-dessous de zéro. La nourriture disparaît. La discipline s'évapore. La plus grande armée d'Europe se transforme en une colonne de fantômes faméliques, harcelés sans pitié par les détachements de Cosaques et l'armée russe qui leur talonne. Au milieu de cet apocalypse, Napoléon doit prendre une décision. Quelqu'un doit protéger l'arrière-garde. Quelqu'un doit être le bouclier humain qui recevra les coups pour que les restes de l'armée puissent s'échapper. C'est la mission la most dangereuse, la plus désespérée. Un honneur qui est, en réalité, une sentence de mort. Et l'empereur sait exactement à qui confier cet honneur létal.
Il le confie à Michel Ney. Ney prend le commandement de l'arrière-garde. Et ce qui suit n'est pas une campagne militaire. C'est un acte de pure volonté contre l'anéantissement. Chaque jour est une bataille. Chaque village est une forteresse improvisée. Avec une poignée de troupes gelées, affamées et au moral brisé, Ney organise une défense impossible. Il ne dirige pas depuis une tente de campagne, enveloppée dans des fourrures. Il dirige depuis la première ligne, un mousquet dans les mains glacées, combattant comme un simple soldat, épaule contre épaule avec ses hommes. Quand les Cosaques attaquent, c'est la voix de Ney qui rugit les ordres pour former le carré défensif. Quand l'infanterie russe presse, c'est Ney qui mène la contre-attaque, baïonnette au canon. Il devient l'encre morale de tout ce qui reste. Tant que Ney continuera à se battre, l'armée aura une chance. Son refus de se rendre, sa fureur inextinguible au milieu du désespoir le plus absolu, devient l'unique barrière entre les milliers de survivants et l'anéantissement total. Son corps d'armée est détruit et refait maintes et maintes fois, réduit à une poignée d'hommes, mais il ne cède jamais. À un moment donné, sa force se retrouve complètement isolée, séparée de l'armée principale par l'avancée russe. On le croit mort. Au campement de Napoléon, la nouvelle tombe comme une pierre tombale. Nous avons perdu le brave des braves, se lamente-t-on. Mais alors, des jours plus tard, quand tout espoir est perdu, une silhouette émerge du brouillard glacé, suivie par les quelques centaines d'hommes qu'il a réussi à sauver à travers une marche épique en territoire ennemi. C'est Ney. Il est revenu d'entre les morts. Sa légende atteint son apothéose sur les rives du fleuve Niémen, la frontière qui sépare la Russie du reste de l'Europe. La terre promise. Après des semaines de lutte incessante, les derniers survivants traversent le pont vers la sécurité. La tradition rapporte qu'un homme resta en arrière, sur la rive russe. Il se retourna, regarda l'avant-garde des Cosaques qui les poursuivaient, leva son mousquet une dernière fois et tira un dernier coup de défi. Puis, il traversa lentement le pont. Cet homme, c'était le maréchal Ney. Le dernier soldat de la Grande Armée a quitté le sol russe. Dans cet enfer de glace, son titre de « brave des braves » fut forgé pour l'éternité. Mais la guerre ne se gagne pas seulement avec du courage. En 1814, 2 ans après l'héroïsme de Russie, l'Empire s'effondre. Les armées de toute l'Europe, la 6e coalition, ont fait l'impensable. Elles ont pris Paris. Napoléon, retranché dans son palais de Fontainebleau, refuse de voir la réalité. Il veut rassembler ses dernières troupes et marcher pour libérer la capitale. Il veut se battre jusqu'à la fin. Mais ses maréchaux, les hommes qui avaient chevauché avec lui vers la gloire, n'en peuvent plus. Ils sont épuisés par 2 décennies de guerre ininterrompue. Ils ont vu leurs hommes mourir depuis les sables d'Égypte jusqu'aux neiges de Russie. Et maintenant, ils voient un empereur déconnecté de la réalité, prêt à sacrifier les derniers restes de la France dans un pari final et insensé. Ils ont besoin d'une voix, d'un homme ayant assez de courage pour affronter l'empereur. Et cet homme, à nouveau, c'est Michel Ney. Ney devient le porte-parole de la révolte des maréchaux. Il entre dans les appartements de Napoléon, et dans l'une des scènes les plus tendues et dramatiques de l'époque, il affronte son chef. Il n'est plus le soldat qui obéit, c'est le citoyen qui exige la fin de l'effusion de sang. Quand Napoléon annonce ses plans de marcher sur Paris, la réponse de Ney est tranchante et définitive. « Sire, l'armée ne marchera pas. » Ces 5 mots rompirent le charme. La pression de Ney et des autres maréchaux fut décisive. Napoléon, abandonné par ses lieutenants les plus loyaux, fut contraint de signer sa première abdication. Ce fut un acte de trahison pour l'empereur, mais pour Ney, ce fut un acte de loyauté envers la France. Après la chute de son idole, il fit ce qu'un soldat devait faire. Il jura loyauté au nouveau chef de l'État, le roi Bourbon restauré, Louis XVIII. Et ici, la tragédie de Ney entre dans son acte final. Année 1815. Napoléon, l'exilé, s'échappe de sa petite île d'Elbe et débarque en France, décidé à réclamer son trône. La nouvelle sème la panique à la cour royale. Le roi a besoin de ses meilleurs généraux pour arrêter l'ogre. Et il recourt au maréchal Ney. Ney, voulant peut-être démontrer sa nouvelle loyauté de manière trop véhémente, voulant effacer tout doute sur son engagement, fait une promesse audacieuse et terrible devant le roi. Une promesse qui le hantera jusqu'à la tombe. Il déclare qu'il arrêtera l'usurpateur et qu'il le ramènera à Paris dans une cage de fer. Cette promesse aux lèvres, il marche vers le sud pour intercepter Napoléon.
Mais il se heurte à une force plus puissante que n'importe quelle armée, le passé. Lorsque ses troupes, des vétérans qui avaient combattu sous les aigles impériales, rencontrent le petit contingent de Napoléon, l'inévitable se produit. Il n'y a pas un seul coup de feu. À la place, un cri tonitruant jaillit de milliers de gorges. « Vive l'empereur !» Les soldats de Ney rompent les rangs, courent vers leur ancien chef, s'agenouillent, lui baisent les mains. Ney reste paralysé, prisonnier de son serment au roi et du torrent de loyauté qui submerge ses hommes. Il voit son empereur, l'homme pour qui il a failli mourir en Russie, s'avancer seul vers lui. Toute la logique, tout le devoir, toute la promesse de la cage de fer volent en éclats contre le mur de l'émotion, de la camaraderie, du poids de 20 ans de gloire partagée. Submergé, les larmes aux yeux, Michel Ney cède. Il abandonne la cause du roi, s'approche de Napoléon et l'embrasse. À cet instant, en embrassant son ancien empereur, Michel Ney, le duc d'Elchingen, le prince de la Moscova, le héros de la retraite de Russie, signa sa propre sentence de mort. Son destin était scellé pour le dernier et sanglant rendez-vous avec l'histoire. Une plaine en Belgique, nommée Waterloo. 18 juin 1815. Une plaine boueuse en Belgique nommée Waterloo. C'est le dernier acte. Le pari final de Napoléon pour le destin de l'Europe, et Michel Ney est au centre de la tourmente. L'empereur lui a confié le commandement de l'aile gauche de l'armée, avec l'ordre crucial d'affronter les troupes de Wellington. Quelques jours plus tôt, au carrefour des Quatre Bras, le lion avait semblé hésiter. Lors d'une bataille sanglante mais indécise, Ney fut étrangement prudent. Une attitude si étrangère à lui que certains historiens se demandent si le poids de sa double trahison ne lui rongeait pas déjà le jugement. Mais à Waterloo, tout doute se dissipe, remplacé par une fureur pure et désespérée. En milieu d'après-midi, croyant voir une opportunité au centre de Wellington, Ney commet l'erreur tactique la plus célèbre et la plus tragique de la bataille. Sans soutien d'infanterie, il lance la cavalerie lourde française dans une série de charges massives contre les carrés d'infanterie britanniques. Ce qui suit est une image de l'enfer. Une mer d'acier, de cuirasses reluisantes et de crinières de chevaux vient s'écraser encore et encore contre les murailles humaines de baïonnettes britanniques. C'est glorieux, c'est suicidaire, c'est inutile. Mais au centre de ce tourbillon de mort se trouve Ney. Il n'est plus un maréchal dirigeant la bataille. C'est un berserker, un ange exterminateur cherchant sa propre fin. Il combat avec une férocité qui stupéfie les deux armées. Un cheval est abattu sous sa selle. Il en monte un autre. Le deuxième tombe, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. 5 chevaux meurent en dessous lui, mais il continue d'avancer. On le voit combattre à pied, l'uniforme en lambeaux, le visage noirci par la poudre, brandissant une épée brisée, hurlant à ses hommes de le suivre. Il ne cherche plus la victoire, il la sait impossible, il cherche la mort. Il cherche une balle amie, un coup de baïonnette, une fin de soldat qui l'absolve du jugement des politiciens. Mais la mort, cette vieille compagne qu'il avait courtisée dans 100 batailles, ce jour-là lui tourne le dos. Il survit. La défaite à Waterloo est totale. Napoléon est exilé pour la dernière fois sur le rocher perdu de Sainte-Hélène. Les Bourbons reviennent à Paris, et cette fois, il n'y a pas de clémence. Ils sont assoiffés de vengeance. La terreur blanche commence, une purge de tous ceux qui ont soutenu l'empereur pendant les 100 jours. Et l'objectif numéro 1, le symbole de la trahison qui doit être châtié, c'est le maréchal Michel Ney. Il est arrêté et conduit à Paris pour y être jugé. Et ici, l'homme qui était un génie sur le champ de bataille commet sa dernière et fatale erreur, une méprise non pas de courage, mais de calcul politique. Au lieu de demander à être jugé par un conseil de guerre composé de ses pairs maréchaux, des soldats qui comprenèrent la pression du champ de bataille et la loyauté envers un chef, Ney, peut-être par un sens erroné de l'honneur, exige son droit de pair de France d'être jugé par la Chambre des pairs. Il confia sa vie aux politiciens. Ce fut une erreur catastrophique. La Chambre était dominée par les ultra-royalistes, des hommes qui méprisaient tout ce que Ney représentait. La Révolution, le mérite, l'Empire. Pour eux, ce n'était pas un procès, c'était un acte de purification politique. Le verdict était une conclusion inévitable. Par une majorité écrasante de 139 voix contre 17,
Michel Ney fut déclaré coupable de haute trahison et condamné à mort. La peine pour s'être agenouillé devant son empereur serait un peloton d'exécution. Le matin du 7 décembre 1815 est froid et gris. On conduit Ney dans un lieu écarté près de l'Observatoire de Paris. Le peloton d'exécution est déjà formé. On lui propose un bandeau pour les yeux. Il le refuse d'un geste dédaigneux. « Avez-vous donc oublié que j'ai passé 25 ans à regarder en face les balles et les canons ?» Il fait face aux soldats, des hommes qui peut-être avaient autrefois combattu sous ses ordres. Il déboutonne sa redingote pour montrer sa poitrine. Et alors, de la voix de commandement qui avait résonné dans toute l'Europe, l'homme qui était l'incarnation du courage donne son dernier ordre. Avant que l'officier ne puisse parler, il lève lui-même la main. Sa voix est ferme, claire, tonitruante. « Soldats !» crie-t-il. « Lorsque je donnerai l'ordre de feu, visez droit au cœur. » Il marque une pause, son regard parcourt les visages des hommes qui vont le tuer. Et il prononce sa propre épitaphe, les mots qui définiraient son héritage. « J'ai combattu dans 100 batailles pour la France, et pas une seule contre elle. » Et enfin, son dernier cri, « Vive la France !» Il donne lui-même l'ordre. Son corps s'effondre au sol. Le brave des braves est mort. Son exécution ne fut pas vue comme un acte de justice, mais comme une cruelle vengeance politique. La monarchie bourbonienne, en tuant Ney, n'a pas tué un traître. Elle a créé un martyr. Il devint instantanément un symbole pour les bonapartistes, la preuve de la tyrannie des nouveaux rois. Finalement, la question demeure. Héros ou traître ? La réponse est que Michel Ney fut quelque chose de bien plus complexe. Il fut un homme de son temps. Une ère de passion débordante, de loyauté changeante, de gloire et de tragédie inséparables. Sa plus grande force, son cœur impulsif de soldat, fut sa perdition dans un monde gouverné par la froide logique de la politique. Il n'est pas mort pour avoir trahi la France. Il est mort pour avoir été incapable de trahir sa propre nature. L'écho de ce peloton d'exécution en cette froide matinée de décembre ne s'est pas éteint avec la mort de Ney. Au contraire, il a donné naissance à la légende. Une légende qui, plus de 2 siècles plus tard, reste aussi complexe et fascinante que l'homme qui l'a inspirée. Son analyse commence par une vérité indiscutable, un fait que même ses ennemis les plus acharnés n'ont osé nier. Michel Ney reste universellement dans les mémoires comme l'archétype du soldat héroïque. Il est l'incarnation du courage physique dans sa forme la plus pure et la plus viscérale. Quand nous pensons à un chef qui charge en tête, à la vaillance qui inspire les autres à le suivre vers une mort presque certaine, nous pensons à Ney. Mais sa figure représente bien plus. D'un côté, c'est le triomphe de l'idéal de la méritocratie révolutionnaire. C'est la preuve vivante que, dans la Nouvelle-France, le fils d'un tonnelier pouvait, par sa propre sueur, son sang et sa vaillance, s'élever jusqu'à devenir duc et prince de l'Empire. Il était la promesse de la Révolution faite chair. D'un autre côté, sa vie est le miroir parfait des loyautés intenses et conflictuelles qui ont déchiré cette époque. La loyauté à l'homme, Napoléon, son empereur et camarade. La loyauté à l'État, le roi, le gouvernement légitime. Et la loyauté à la nation, à la France, la patrie par-dessus tout. Ney fut l'épicentre où ces 3 loyautés s'entrechoquèrent avec une force dévastatrice. Et c'est ici que son héritage devient un champ de bataille pour l'histoire, là où surgissent les grands débats. L'éternelle question, fut-il un traître? A-t-il rompu un serment sacré au roi, un acte impardonnable pour un officier? Ou fut-il, dans son cœur, un patriote tentant de servir une France qui changeait de visage et de gouvernement à une vitesse vertigineuse? Sa loyauté ultime allait-elle à la France elle-même, et s'est-il simplement trompé en choisissant qui l'incarnait à chaque instant? Et puis, il y a les questions sur ses actes. Cette charge désespérée à Waterloo, était-ce l'acte ultime d'un génie tactique qui voyait une opportunité, aussi infime fût-elle? Ou était-ce l'explosion finale d'un homme brisé, un esprit tourmenté par le stress post-traumatique de l'enfer blanc de Russie? Était-ce la preuve définitive qu'il avait toujours été ce que certains critiques disaient, un meneur de charge tactiquement brillant, mais un stratège limité, perdu sans l'esprit supérieur de Napoléon pour le guider? Finalement,
la réponse la plus juste est peut-être que l'histoire de Michel Ney est une tragédie grecque, vêtue d'un uniforme de maréchal français. Son histoire est celle d'un homme dont la plus grande vertu, ce courage passionné, instinctif et impétueux, fut de manière inséparable la source de son impulsivité, de ses décisions erratiques sur le terrain politique et en fin de compte, de sa perdition. La même flamme qui l'éleva à la gloire fut celle qui le consuma sur le bûcher de la Restauration. Mais l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les livres. Elle s'écrit aussi dans la mémoire et dans le débat qu'elle provoque à travers les générations. Et c'est pourquoi la question finale est pour vous, Michel Ney. Le voyez-vous comme le héros militaire ultime, un homme dont le cœur a toujours appartenu à la France, peu importe qui la gouvernait? Ou fut-il un traître qui, malgré sa bravoure, a rompu ses serments les plus sacrés? Croyez-vous que sa légende de courage inégalé surpasse ses catastrophiques erreurs politiques? Laissez votre opinion sur cette figure légendaire et tragique dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Si ces histoires des géants qui ont foulé les champs de bataille de l'histoire vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et d'activer cette cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain voyage dans le passé.